Ce soir, on va vous présenter le diplôme universitaire que nous faisons en partenariat avec l'INSEE et également avec l'AEFE. Et on a la chance ce soir d'accueillir Dorine qui suit ce DU et qui va pouvoir tout nous expliquer. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je viens de Valladolid et je suis professeure du secondaire. Donc j'ai suivi la formation l'an dernier et on a terminé cette année. Voilà, donc c'est tout frais et je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste le DU et aussi en tant qu'enseignante ce que j'en retire, le positif, et aussi je vais vous partager tout simplement mon opinion sur les contenus, l'organisation générale, etc. Donc, Les contraintes, etc. Voilà, donc après l'explication de Dorine, moi je vous donnerai quelques informations sur plutôt la partie administrative, mais ce qui va vous intéresser davantage pour le moment, c'est plutôt le contenu du DU. Alors je vois que Nicolas n'est pas Nicolas, peut-être vous pouvez vous renommer. Bonjour. Non, Nicolas n'est pas Nicolas. Je suis Stéphanie Bordagui-Bellabelle. J'enseigne en TPS à André Malraux, à Rabat. Et c'est Nicolas qui m'a prêté son ordinateur pour pouvoir Entendu, assister il n'y a pas de à ce souci, webinaire. Donc, pas de voilà, souci. enchantée. Alors Dorine, les objectifs, l'organisation, et après on verra les conditions d'inscription. oui, alors les objectifs sont au nombre de quatre, les objectifs généraux du DU. Premièrement, construire au sein de l'organisation scolaire devenant inclusive une vision et un socle de valeurs communes conformes au Code de l'éducation français. Ensuite, deuxième objectif, développer une culture professionnelle inclusive pour et avec les élèves de l'établissement scolaire. Troisième objectif général, organiser la mise en œuvre et la diffusion des pratiques inclusives dans les établissements, comme dans les classes d'ailleurs, au service des élèves. Ça va de l'accueil à la pédagogie, à la vie collective. Ça va aussi à la gestion, au pilotage d'une structure inclusive et aussi à la communication. Tout ce qui est communication avec la direction, avec les élèves, avec les familles, les représentants légaux et aussi les partenaires internes et externes. Et ensuite, donc, impulser et piloter la transformation d'une organisation scolaire française devenant inclusive dans un contexte international. Vous verrez qu'il y a quelques particularités spécifiques aux lycées français à l'étranger, aux établissements français à l'étranger, tout simplement parce qu'il y a certaines institutions françaises que nous n'avons pas à l'étranger. Voilà, premier exemple que nous avons rencontré, c'est la MDPH. Nous n'avons pas de MDPH, par exemple, en Espagne et dans d'autres pays. Voilà. Donc, quels sont les partenaires que nous allons rencontrer, internes, externes, et avec qui nous allons pouvoir travailler, justement pour mettre en œuvre cette école inclusive au sein de notre établissement. Alors, vous allez voir que ce sont des objectifs généraux. Tout est détaillé dans la formation, d'accord? La formation est à destination des professeurs, des CPE, il me semble, et aussi des proviseurs, mais elle s'adapte à tous les niveaux. Moi, j'étais novice, totalement novice, par exemple, et j'ai appris énormément de choses. Et ma collègue qui était déjà référente EBEB dans un établissement a également appris beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est vraiment une formation qui est complète à ce niveau-là. En ce qui concerne l'organisation, vous avez 7 unités d'enseignement. Alors, le DU se déroule en deux parties. Vous avez la partie de tronc commun, la partie commune à tous les profils, pour ainsi dire, parce que vous verrez qu'il y a 3 profils. Donc, les 4 premières unités, les UE 1 à 4, font partie du tronc commun. Donc, vous allez découvrir les valeurs et enjeux de l'éducation inclusive, connaître le public, repérer les besoins spécifiques des élèves, des EBEP. L'UE3 se centre sur les approches réflexives, des pratiques inclusives. Et ensuite, l'UE4, utiliser des ressources et coopérer avec les partenaires internes et externes dans l'école inclusive.
Voilà, donc ces 4 premières unités d'enseignement font partie donc du tronc commun. Vous aurez une évaluation à la fin de chaque unité et la moyenne des 4 évaluations constituera votre première note, pour ainsi dire. Et ensuite, il y a 3 UE d'approfondissement. Alors là, il y a 3 profils différents. Euh, donc ça vous sera expliqué hein, le premier jour, mais soit vous serez professeur ressource pour l'enseignement inclusif en classe, soit vous serez professeur ressource pour l'accueil et l'accompagnement inclusif des élèves, ou alors professeur ou personne ressource pour le pilotage d'une organisation éducative. Donc en fonction du profil que vous aurez choisi, vous allez combiner 2 unités d'enseignement, alors soit UE5, UE6, soit UE6, UE7, ou alors UE5, UE7. Voilà, en fonction, il y avait par exemple des personnes dans ma promotion qui étaient déjà personnes ressources et qui donc ont choisi les unités 5 et 6 pour apprendre à piloter euh, une organisation, pardon, éducative inclusive, je perds mes mots. Voilà. Moi, par exemple, je voulais être tout simplement professeur ressource pour l'accompagnement et l'accueil des EBEP. Donc, j'ai choisi les unités 6 et 7. Voilà. Et donc, en ce qui concerne ces 3 UE d'approfondissement, vous n'en choisirez pardon, que 2. Et chaque note devra être supérieure à 10 sur 20 pour valider le début. Voilà. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les notes et les UE. Il s'agit d'une formation à distance, alors je pense qu'il n'y aura pas de changement. Nous, on avait cours le mercredi de 13h à 18h en visioconférence avec 2 pauses au milieu. Et alors bon, il faut s'attendre à avoir beaucoup de théories en septembre et en octobre, c'est normal pour acquérir toutes les connaissances nécessaires aux valeurs et enjeux de l'éducation inclusive, les lois, les textes officiels, etc. Et ensuite, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'année, il va y avoir de plus en plus de travaux de groupe et c'est vraiment l'aspect positif de cette formation. Nous, on a vraiment apprécié les travaux de groupe puisque chaque travail qui est donné, en fait, doit s'appliquer à la réalité de l'établissement. Et comme nous venons de différents lycées français dans le monde, voilà, la réalité n'est pas la même en Espagne qu'au Maroc, au Nigeria, au Liban ou au Canada, par exemple. Alors, Dorine, je me Donc, fais l'avocat du diable. oui, Ces visios, est-ce qu'elles sont facultatives et est-ce qu'on peut les voir en replay? non, non, elles étaient obligatoires et on n'enregistrait aucune visio. Donc, ça veut dire que vous devez, bonne journée, Jérôme, vous devez prévoir cette plage de temps de visio. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'était vraiment. D'ailleurs, il faut émarger en début de chaque cours. Donc, ce sont vraiment des visios qui sont obligatoires. Alors après, si vraiment vous avez un problème, un conseil de classe, ce qui peut arriver, ou voilà, un empêchement, vous prévenez à l'avance et voilà, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut effectivement émarger et être présent parce que si vous êtes absent des visioconférences, vous n'aurez pas non plus votre DU. Je crois qu'il y a un nombre de, d'absences autorisées, entre guillemets, dans l'année. Donc, donc voilà. Après, on vous met, il me semble, dans la maquette qu'il y a un travail personnel de 8 heures à peu près pour chacune des UE à prévoir. Alors, je vous conseille de prévoir plus. On en a d'ailleurs reparlé avec ma promotion. 8 heures pour chaque UE, c'est peut-être faisable. Si vous voulez vraiment bien faire vos évaluations et vraiment euh, profiter pleinement de cette formation, vous aurez besoin de plus de 8 heures. Parce qu'il faut compter que tous les mercredis de 13h à 18h, vous serez en visioconférence. Et vous devrez préparer aussi les évaluations de fin de UE. Ces évaluations qui s'adaptent à votre établissement ont parfois besoin que vous réfléchissiez, vous relisiez les cours, que vous preniez rendez-vous avec la direction ou que vous organisiez une réunion au sein de votre établissement avec les collègues
Donc voilà, il faut penser que ça va sûrement vous prendre un peu plus de 8 heures. D'accord? Il faut l'avoir en tête. Nous aussi, on était quelques-uns à avoir 2 heures de décharge. Donc, vous pouvez en parler aussi à votre chef d'établissement pour avoir au moins 2 heures de décharge et pouvoir dédier ces 2 heures au moins à l'étude du DU. Ces deux Voilà. heures-là, j'imagine, Dorine, qu'on peut les prendre sur, par exemple, les temps de langue qu'on ne restitue pas à ce moment-là sur autre chose, non? Alors moi, c'était 2 heures comptées, comme si j'avais 2 heures d'enseignement et oui, 2 heures de cours en fait. Mhm. Étant professeur dans le secondaire, ouais. En secondaire, oui. Dans le premier degré, pour les collègues du premier degré, comme il y a des cours de langue, on est censé redonner jusqu'à hauteur de 24 heures, mais j'imagine qu'on peut négocier aussi sur ces temps de langue pour ne pas Oui, les restituer et conserver ces temps pour travailler justement sur son DU. oui, oui, oui. Oui, oui, il y avait d'ailleurs beaucoup de collègues de primaire dans ma promotion, plus que du secondaire d'ailleurs. Et certains ont fait comme ça et d'autres n'avaient pas de décharge. Et ceux qui n'avaient pas de décharge avaient, avaient du mal à vraiment rendre les évaluations à temps parce qu'il y avait beaucoup de travail, effectivement. Je pense Donc, qu'il faut considérer avec votre chef d'établissement comme un investissement oui. pour l'établissement et donc arriver à un échange, un dialogue avec votre chef d'établissement pour montrer, parce que ce DU-là a beaucoup plus d'heures que les autres, donc forcément, voilà, ça va vous demander du temps de travail. Mhm. Oui, et automatiquement, alors ça c'est l'aspect positif, chaque évaluation que vous allez rendre va vous permettre de vérifier vos connaissances sur l'UE, mais d'autre part aussi de monter petit à petit le projet d'inclusion de votre établissement en fait, puisqu'à Mhm. la fin de ce DU, vous serez la personne référente au sein de votre établissement ou l'une des personnes référentes, selon si l'établissement est grand ou non. Donc, chaque UE, voilà, vous permet normalement de construire petit à petit le projet. C'est l'objectif. Alors ensuite, on vous met validation. Alors, chaque UE fera l'objet d'un travail d'évaluation. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça peut être, par exemple, la rédaction d'une note de synthèse à destination du chef d'établissement. Ça peut être un travail de réflexion sur un article ou sur un livre. Ça peut être, voilà. Vous avez plusieurs supports possibles. L'objectif est à chaque fois de réinvestir les contenus, mais en même temps de les mettre en relation avec la réalité de votre établissement. Voilà. Donc, il faut avoir effectivement une note de 10 sur 20. Il faut avoir la moyenne hein, pour valider. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, les 2 UE d'approfondissement que vous aurez choisis devront avoir chacune une note de 10 sur 20. Voilà. Alors, Je sais pas si et tu veux continuer. Ouais. oui, enfin, donc là, vous obtenez un DU, hein, avec la possibilité de poursuivre en master, n'est-ce pas, Dorine? Oui, c'est ça. Il y a un master qui existe, qui a le même nom, je crois d'ailleurs. EIEFE, je crois, à vérifier. Effectivement, un master école inclusive aussi. Oui. Réalisé par l'INSEE d'ailleurs. Donc, pour candidater, contrairement aux autres formations, là, il vous faut directement candidater euh, sur le site de l'INSEE. Et c'est l'INSEE qui va choisir les dossiers. Il faut savoir que c'est une maquette qu'on a montée en partage avec l'AEFE. L'AEFE ayant un réseau beaucoup plus important, ils ont un volume de places et nous, on en a un autre. Donc, on a 5 places au titre de la MLF. Pour ceux éventuellement qui sont conventionnés, par exemple au Liban, on peut aussi jouer sur les places de la convention côté AEFE.
Mais en réalité, voilà, il y a 5 places et c'est pas nous qui faisons la sélection, c'est directement l'INSEE. Par rapport aux autres DU, la date est un tout petit peu plus tôt. Elle est le 19 mai pour candidater. Le calendrier, comme on vous l'a expliqué, c'est un DU qui a plus d'heures que les autres, puisqu'il a 157 heures. Et donc, il débute en septembre et il se prolonge jusqu'à l'année scolaire suivante, jusqu'en octobre. Hein. Donc, évidemment, pendant les vacances, j'imagine les grandes vacances, Dorine, qu'il n'y a pas de cours, puisque c'est calé sur la zone C, sur les vacances de la zone C en France. Les prérequis pour candidater, c'est un bac+3 ou un équivalent. Au minimum 3 ans d'expérience dans l'enseignement français à l'étranger. Non, dans l'enseignement français, pardon, autant pour moi. Et pour les collègues qui ne sont pas de nationalité française, il faut avoir un niveau B2 en français. Parce qu'il y a quand même un certain niveau au niveau des textes à étudier. Et donc, ça nécessite d'avoir quand même un petit peu d'assurance au niveau du français. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on vient de vous dire, vous avez des questions, notamment pour Dorine qui, qui vient d'être dans ce DU? N'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser vos questions. Ou d'autres questions concernant l'inscription et l'administration. Donc, les évaluations sont lissées sur toute l'année et il n'y a pas d'examen finaux. Non, c'est ça. Il y a une évaluation à la fin de chaque unité. Ah Alors, à oui. chaque fois, vous allez voir, vous aurez une plateforme et les contenus seront publiés sur la plateforme de l'INSEE, pardon. Et donc, vous aurez une date butoir. Donc, par exemple, pour le 30 octobre, rendre l'UE1. Voilà. Et on vous donne effectivement le sujet de l'UE1, ce qu'il faut faire, la grille d'évaluation, etc. Vous pouvez même en discuter avec les formateurs avant de rendre l'évaluation. Qu'entendez-vous par note de synthèse, par exemple? Alors Donc, ça, c'est une bonne question, Dorine. Comment est-ce que vous ouais. communiquez avec les formateurs? Alors, on a un forum sur la plateforme de l'INSEE, donc soit sur le forum, soit par mail, tout simplement. Les formateurs sont très souvent disponibles et répondent le plus rapidement possible. Et ce sont souvent des réponses développées en plus, parce qu'on pose des questions concrètes. Donc, vous avez deux manières de communiquer avec eux. Ou alors, tout simplement, lors même des visios, hein, le mercredi, écoutez, on a commencé à regarder entre nous l'évaluation numéro 1. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce que vous attendez concrètement? Et voilà, on en parle. L'objectif, c'est vraiment, ce n'est pas de piéger en fait les élèves, c'est vraiment de nous amener à réfléchir en fait à l'inclusion tout au long de l'année. Donc, comme de toute façon, chaque travail va être différent, sauf si deux, comme l'a dit Dominique précédemment, sauf si deux personnes proviennent du même établissement. Mais c'est vrai que globalement, en général, nous venons de différents lycées français dans le monde, donc notre devoir va toujours être différent en fait. Donc, on peut poser des questions, se renseigner, partager entre nous, et après, il y a toujours une partie qui est automatiquement individuelle. Je fais une petite incise pour les collègues qui arrivent en cours de visio. C'est enregistré. Vous pourrez revisionner le début de la présentation si vous avez raté le début. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une, Dorine, par exemple. On n'a pas fait d'études depuis un moment. Est-ce que c'est compliqué de s'y mettre? Alors, comment répondre à cette question? Parce que moi, je suis encore en études. Non, je pense franchement que alors c'est peut-être difficile au début parce qu'il faut se réhabituer à avoir 5 heures de visio. Les 2 premiers mois sont très intenses parce que très théoriques, mais voilà, ça reste bienveillant. On est très bien accompagné et ce qui est très important, c'est que vous allez créer entre vous un réseau. D'accord? Donc, vous aurez contact avec les formateurs, mais entre vous, vous allez pouvoir aussi échanger. Enfin, je l'espère en tout cas. C'est ce qui s'est passé dans ma promotion et on est encore en contact.
Donc même entre nous, on échangeait des informations, on n'avait pas honte de dire est-ce que c'est un TDA? Je me rappelle plus, moi je suis novice, voilà. Et on répondait à toutes nos questions entre nous il y a beaucoup d'entraide, donc c'est faisable. Je pense que c'est faisable pour tout le monde. C'est peut-être un peu plus difficile si on a laissé les études depuis quelques années, mais sincèrement, je pense que c'est faisable. Après, il faut s'attendre à ce qu'il y ait du travail. Voilà. Oui, ça, Il je y a crois qu'il vraiment du faut, travail. voilà, il faut retenir ça, c'est que c'est un Euh, DU bon, qui demande un investissement. j'ai une question, c'est possible? Oui, oui, Slimane, Euh, vas-y. oui, concernant la démarche administrative, tu m'as dit pour l'Union français, il doit avoir au moins B2, B2 en Oui. français, et il doit être certifié d'un TCF ou DILEF. Euh, Alors, c'est pas faisable pour le moment. D'ici à Boston, au moins, il faut s'inscrire, il faut attendre, je sais pas, le calendrier pour je tomber sais sur pas, une date. ouais, je sais Euh, pas s'il demande le niveau B2 ou s'il demande un certificat B2, mais on peut poser la question, Dorine, est-ce que vous avez déjà eu cette question? Non, sincèrement, je ne sais pas. Mais on peut Mais la on et peut se poser, puis renseigner, oui. on vous répondra. d'accord. Et ma deuxième question sur les 5 postes réservés à Millefmont. Est-ce que pour Millefmont, ou bien pour Millefmont d'Amérique du Nord, est-ce qu'on Non, fait, tout le réseau on faisait MLF, partie de 5 postes ou bien on est indépendant? non, c'est tout le réseau MLF, on a 5 places. Ah, Et d'accord. pour l'AEFE, je crois qu'ils en ont 20, ils en avaient Ah, 15 et je crois qu'ils sont montés à 20. Donc c'est vraiment tout le réseau MLF. Mais par contre, je vous disais, pour ceux qui sont par exemple au Liban en conventionné, AEFE, MLF, on peut peut-être glisser un sur l'AEFE si on a besoin de plus de place, quoi. ah, d'accord. Merci. Donc je vais poser la question, Slimane, sur le B2, D'accord. si c'est certifié ou juste déclaré. D'accord, merci bien. Et Dorine, pour vous, dans votre pratique professionnelle et ce que vous faites cette année, qu'est-ce que ce DU vous a apporté professionnellement? Alors, moi, je suis professeure de langue et littérature espagnole dans le secondaire. Et donc, depuis cette année, je suis professeure référente euh, inclusion, donc EBEP, dans mon établissement. Donc, je suis la seule personne référente et je m'occupe justement de tous les élèves de l'établissement parce que nous sommes une petite structure, un petit lycée. Alors, en quoi ça consiste? En beaucoup de choses. J'observe, je fais des observations en classe. Je suis la personne, je suis un peu l'intermédiaire entre la direction, les professeurs et les parents et les élèves. Euh, Concrètement, on a un élève HPI dans une classe. Est-ce que tu peux nous aider à mettre en place le PAP? Parce qu'on a ce diagnostic-là, est-ce que tu peux le lire? Parce qu'on ne comprend pas tout. C'est vrai que les diagnostics sont très complexes parfois et les enseignants ne sont pas forcément formés. Donc, du coup, moi, je suis un peu l'intermédiaire entre les diagnostics que nous recevons des parents, les professeurs, les élèves. Je reçois beaucoup d'élèves aussi. J'assiste à certaines réunions avec des parents parce que parfois c'est compliqué aussi d'annoncer à des parents qu'on a observé telle chose en classe et peut-être qu'il serait intéressant de faire un diagnostic. Donc voilà, ça amène à ça aussi ce DU, c'est-à-dire en plus d'enrichir ses connaissances, ça vous permet d'avoir justement le poste de personne ressource au sein de votre établissement, s'il n'y en a pas encore. Ça Et peut vous permettre quand, aussi d'enrichir un copil. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un copil, un comité de pilotage, s'il existe déjà une personne référente au sein de l'établissement. quand vous êtes référente comme ça, est-ce que vous avez des heures qui sont dédiées à ça ou est-ce que ça s'ajoute? Moi, j'ai des heures. En D'accord. accord avec ma chef d'établissement. Ce n'est pas le cas partout, mais moi j'en ai. Effectivement, il y a énormément de travail puisque l'objectif c'est d'harmoniser toutes les pratiques. Vous allez voir, on va vous demander de faire un SWOT de votre établissement, donc un bilan, un premier bilan de votre établissement, quelles sont les forces et les faiblesses de votre établissement, et à partir de là, vous allez construire votre projet. Voilà, bah nous, dans notre établissement, il y a déjà plein de choses que l'on fait très bien. Mais par contre, il faut améliorer cet aspect-là, la communication entre le premier et le second degré, par exemple.
ou entre professeurs, ou la communication avec les parents. Donc voilà, vous verrez, vous allez pouvoir construire au fur et à mesure le projet. Et en 2 heures, je n'ai pas assez des 2 heures, mais bon, ça se fait petit à petit. On se fixe des objectifs à court terme et l'objectif, c'est vraiment de sécuriser, et d'assurer le suivi des EDEP dans les établissements scolaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, je pense que dans la formation, il y a aussi une approche, un apprentissage de comment on s'adresse aux familles qui ont des élèves à besoins particuliers. Alors, ça, c'est ce qui nous a manqué. C'est d'ailleurs, moi, le point que j'ai soulevé. Euh, Quels sont les bons mots à utiliser devant les familles? C'est parfois très facile, hein. Vous annoncez que vous avez observé ceci ou cela en classe et les familles sont tout à fait ouvertes et il n'y a aucun problème. Par contre, il peut vous arriver d'avoir des familles qui ont du mal à accepter justement qu'il faille faire un diagnostic ou que leur élève des formations professionnelles, que leur enfant est peut-être HPI ou a peut-être, voilà. Donc, il faut trouver les mots justes. Là, pour l'instant, nous, on le fait un peu avec l'expérience. J'ai une collègue qui est psychologue et avec qui je travaille très bien. Euh, mais c'est vrai que ça, c'est l'aspect qui manque. Alors, on vous donne bien évidemment des billes, hein, on ne vous laisse pas tout seul. On vous donne des notions. Après, je pense que ça, vous pourriez d'ailleurs leur en parler. Mhm. De pourquoi pas mettre en place des ateliers comme des jeux de rôle en fait, pour annoncer à des parents ou à des représentants légaux qu'il faut par exemple faire un diagnostic à tel élève parce que c'est ce qui a été observé en classe. Ça, nous, on l'a communiqué à la fin de la formation d'ailleurs. Oui, parce que Travailler c'est l'oral. une maquette qui évolue entre le moment Ouais. où ce DU a été créé. C'est la troisième promotion, c'est ça maintenant? Oui, oui, oui. Mm. Euh, on a un échange avec justement l'INSEE qui était autrefois INSHEA et l'AEFE pour justement tenir compte des remontées des collègues qui le suivent. Euh, et on essaye de faire évoluer la formation qui est déjà très professionnelle, je trouve. Mm. 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 Et avec vos collègues, comment est-ce qu'ils vous perçoivent, Dorine, maintenant que vous avez cette formation? Est-ce que ça a été facilitant? Est-ce que ça vous permet d'être plus légitime? Oui, d'être plus légitime automatiquement. Je pense que j'ai beaucoup de chance, moi, dans mon établissement. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les établissements et il faut être prêt aussi à ça. Moi, dans mon établissement, il n'y a pas eu de problème. La réponse est assez positive de la part de mes collègues. Et lorsqu'il y a un besoin d'observation, nous, on a toute une organisation en place. Et ils m'envoient un mail et je leur propose des créneaux horaires, etc. Et voilà, ils connaissent mes 4 heures réservées aux EBEP cette année. Donc, il y a beaucoup de communication et c'est vrai que je n'ai pas forcément de problème. Alors, il y a toujours des collègues qui sont réfractaires et qui enseignent depuis 30 ans et automatiquement qui ont plus de connaissances qu'une petite jeune, mais globalement, ça se passe très, très bien. Et en parlant avec mes collègues, ça se passe aussi bien. Vous pouvez, ça dépend de votre établissement, vous pouvez avoir à gérer certaines tensions au sein de l'équipe éducative. Après, c'est à vous d'essayer voilà, de dialoguer avec vos collègues pour aussi tout simplement montrer que vous êtes là pour aider, vous êtes là comme intermédiaire, vous n'êtes en aucun cas là pour juger, ce n'est pas du tout l'objectif. Et ça se passera bien, hein, globalement. Moi, c'est vrai que je n'ai pas forcément eu de problème majeur au sein de mon établissement. C'est vrai que le DU valide aussi le fait que je sois personne ressource, parce que j'ai suivi la formation toute l'année, ils étaient au courant. Donc,
cela justifie aussi le poste que j'ai actuellement. Dorine, vous êtes enseignante second degré. Vous Oui, intervenez aussi sur le premier degré comme référente? oui. Moi, j'ai commencé en tant que maîtresse, donc je connais aussi le primaire, donc maîtresse en CM2. Et je suis passée dans le secondaire, je suis professeure de langue, ouais, de langue espagnole dans le secondaire. Et je suis aussi préparatrice d'ELF et d'ALF. Donc en fait, je connais beaucoup d'élèves de l'établissement. Ce que Et je veux dire, j'interviens c'est sur le que premier degré et le second degré, ouais. ce DU, il prépare à intervenir sur les deux degrés. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Et après, selon les établissements, alors je me souviens un peu, je ne sais plus si c'est au Liban, plus l'établissement est grand, plus il y aura de personnes ressources et, automatiquement. À Barcelone, je crois que c'est le cas. Il y a, selon les étapes éducatives, une personne ressource, par exemple, pour le cycle 3, cycle 4, et puis une personne ressource pour sixième, cinquième, une personne ressource pour quatrième, troisième. Bon, voilà. Moi, mon établissement est beaucoup plus petit, Oui, oui. donc j'interviens auprès du premier degré aussi, premier et deuxième, Alors, on second a une degré. question de Florian. Oui, en fait, bon, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce que le cycle 1 aussi est abordé ou parce que moi, je suis sur un poste de direction en maternelle, Mhm. donc je voulais être sûr que ça ne parle pas que des cycles 2, 3, 4. Alors, il est abordé aussi, j'ai même tendance à dire plus le primaire que le secondaire, mais parce qu'il y avait plus de professeurs du primaire aussi, je pense, que du secondaire dans ma promotion. Donc, oui, oui, il était abordé. De toute façon, euh, j'aurais tendance à dire, peu importe que même que le secondaire soit abordé ou que le cycle 4 soit abordé, puisque de toute façon, on nous amène à réfléchir aux pratiques inclusives, pas forcément à la création d'une fiche à proprement parler pour telle classe ou pour telle autre classe, mais comment gérer l'organisation d'une classe, comment, voilà, si on parle vraiment de pédagogie, hein. Donc, Hmm. oui, oui, bien sûr, le cycle 1. Et puis, on nous demande aussi en début d'année quel est notre poste. Aussi, je pense, pour orienter certains contenus et créer certains groupes. Et lors des groupes que l'on fait les travaux de groupe, pardon, parfois on se réunissait en fonction du niveau, ce qui nous permettait de réfléchir vraiment par niveau, par cycle et voilà. Donc oui, bien sûr. Dans ma promotion, il y avait une proviseure d'ailleurs. D'accord. Donc, Et ma ouais. deuxième question, c'est est-ce que l'enregistrement, parce que vous dites au début, surtout, c'est très théorique. Mhm. Parce que Vous avez moi, par raison. exemple, je suis aux États-Unis, donc ça veut dire que l'horaire des cours, ça va être à 5 heures du matin. Ouais. Euh, donc, en fait, ça élimine presque une partie des candidats parce que si c'est pas enregistré, qu'on n'a pas possibilité de les revoir, en plus, sur un poste de direction, ça va être difficile de bloquer 5 heures le même jour pour moi parce que, bon, il y a toujours des choses à gérer. Et le DU précédent que j'avais fait, et justement, on avait l'enregistrement des sessions. Et après, les travaux de groupe, évidemment, on devait être là et on devait participer. Mais tout ce qui était session théorique, on pouvait les regarder. Moi, je les regardais en replay le soir. Est-ce que ça a été discuté ou Alors, ça a été discuté au mois de juin parce qu'on avait des collègues dans ma promotion qui venaient du Canada. Alors, je ne sais plus de quel lycée, je ne me rappelle plus, qui avaient effectivement les mêmes problèmes. Je crois qu'elle se connectait à 6 heures du matin. Je crois que c'était 6 heures du matin. Bon, elles le faisaient, les collègues, les deux collègues. Ça a été dit justement au mois de juin dans les commentaires que nous avions à faire du DU. Alors, est-ce que ça a été modifié pour cette année? Je ne sais pas. Ok. Ça, malheureusement, je ne sais pas s'ils l'ont pris en compte. Nous, on en a parlé effectivement de, notamment des contenus théoriques, parce que les travaux de Ah groupe sont oui. vraiment très importants et très Hmm. enrichissants. Franchement, En fait, ce Ouais. qui avait été discuté, c'était que en fonction des années, il se mettrait sur un calendrier Est ou Ouest, ah, parce que d'accord. justement, il y a des gens un peu partout dans le monde à l'AEFE. Mais la difficulté pour eux, c'est de trouver des enseignants qui puissent travailler à des heures qui sont pas du tout les leurs, quoi. Puisque Ouais. l'INSEE, les enseignants sont en France, quoi. Donc, ça dépend de quel côté des États-Unis vous êtes aussi, quoi. Si c'est côte ouest, c'est pire. Ouais. Ouais. Bah, moi, ça va. Enfin, je suis pas côte est, mais je suis sur Central Time, donc. Euh,
j'ai 6 heures ou 7 heures suivant l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Mais ça Ça peut peut quand même faire négocier. très, Ouais. très tôt le matin, quoi. Ouais. Euh, Ouais, oui, puis Donc, à l'inverse, parce qu'on avait dans ma promotion effectivement deux collègues du Canada, mais on avait aussi des collègues qui venaient du Liban, donc je sais plus si voilà, c'est 3 heures de plus ou 2 heures, je crois. 2 heures, donc voilà, fallait. Mm. Alors je ne sais pas si ça a été mis en place, si on a un moyen de se renseigner, ça, je ne sais pas. Je peux Là, peut-être envoyer un la mail. difficulté de changer, Ouais. c'est justement que les professeurs de l'INSEE sont, eux, en France, quoi. Donc, Non, mais par c'est... rapport au replay, parce que ça, nous, Ah, on l'a commenté au mois de juin. je leur ouais. poserai la question aussi. Ouais. Parce que le DU, j'avais fait de formateur justement avec l'Université de Bordeaux. On avait tous les Ouais. travaux de groupe qui étaient obligatoires. Mhm. Donc là, on devait être là, on devait rendre des projets. Mais par contre, tous les cours théoriques, on pouvait justement les regarder en replay. Et du coup, j'ai pu faire mon Oui. master sans problème, quoi. Mais Je là, poserai la effectivement, question, ouais. c'est même pas le fait que ce soit très tôt le matin, parce que bon, bah ça, on peut se lever, mais c'est le fait que de 6 heures à 8 heures, je pourrais suivre les cours, mais de 8 heures à 9 Oui, heures, ouais, 10 heures le matin, il faut que je gère les remplacements, bien l'accueil, sûr, etc. Et ça, je peux pas le bien rater, sûr, quoi. ouais. Donc, Ouais. Je poserai la question et je vous renverrai la réponse quand je l'aurai. ok, c'est gentil, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Dorine ou sur les inscriptions? Ou est-ce que tout est clair pour vous? De toute façon, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à écrire surtout à véronique.bouteille @mlfmonde.org qui est en charge du développement professionnel et actuellement en Afrique, donc c'est plus compliqué pour elle de se connecter, mais elle répondra à toutes vos questions. Et puis on va poser ces deux questions sur le B2, est-ce que ça doit être certifié et est-ce qu'il y a des replays possibles pour ceux qui ne sont pas du tout dans le même fuseau. Sinon, je vous rappelle la date, hein, limite 19 mai. En inscription directe, il y a tout un dossier à rendre. En inscription directe sur le site de l'INSEE. Et Pardon. Concernant le oui, français, il est marqué niveau B2 attesté en français oui, sur la plaquette de l'INSEE. Ouais, attester, attesté. mais attester Ouais. avec quoi? C'est ça la question, quoi. Est-ce qu'il faut vraiment Niveau B2 du CECRL. CL, ouais. Parce Voilà. que il y a les tests Evalang aussi qui Mhm. peuvent délivrer des niveaux de français. Euh, il me semble qu'ils le font aussi pour le français. Ça, j'ai un doute maintenant, je vous le dis. En tout cas, voilà, est-ce que c'est une attestation officielle ou un test Ou une certification. voilà. Je vais poser la question. Excusez-moi, moi je suis titulaire d'un baccalauréat français. Alors Oui. à l'école, ça tient par exemple pour un DELF. Est-ce que vous pouvez aussi vous assurer à ce propos-là? Donc, Je poserai la question, mais le bac n'est pas reconnu comme certification de langue, malheureusement, Mhm. mais je poserai la question. Ouais. parce qu'ici au sein de l'établissement, ça l'est au Liban. Oui, Hmm, oui, mais pas toujours pour rentrer à l'université, par exemple. Mais je vais poser la question. d'accord, merci Euh, beaucoup. Dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut quand même un niveau de français élevé si vous n'êtes pas d'origine française, ne ouais, serait-ce que pour comprendre les documents qu'on va vous donner, qu'on va vous c'est ça. partager, et aussi, voilà, tout bêtement, hein, écrire une note de synthèse à l'adresse, à la traduction littérale de l'espagnol, excusez-moi, euh, dirigée à votre chef d'établissement, par exemple. Il faut quand même s'exprimer dans un français soutenu, utiliser des termes précis. Voilà. Donc c'est vrai que si vous avez un niveau B1 en français, ça risque d'être compliqué. Mais surtout qu'il y a beaucoup Oui, de bien sûr, devoirs, donc merci. il faut maîtriser déjà le sujet. D'autres questions? Oui, j'avais fait des recherches sur l'éducation inclusive et j'ai découvert que l'Académie de Bordeaux proposait une formation qui s'appelle KPI,
Mhm. KPI, c'est un certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive. Est-ce que cette formation de DU s'apparente à cette formation-là ou est-ce que vous en avez connaissance ou pas? Le KPI, c'est ce qui remplace ce que vous aviez avant des enseignants qui avaient un diplôme pour être soit maître E, soit maître G. Une certification d'un métier d'enseignant. C'est comme si vous avez le CAFIPEMF ou des choses comme ça. Donc ça ne remplace pas, c'est quelque chose de différent. Là, c'est un diplôme universitaire. Parce que certains postes, par exemple, vont être fléchés. On va vous dire, on va recruter un enseignant qui a le KPI, par exemple. Là, c'est autre chose. Là, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas recruté sur ces postes fléchés, mais c'est deux choses différentes. Surtout que vous avez des modules qui vous permettent d'être soit plutôt au sein de votre référence, enfin habilité plus au sein de la classe, au sein de l'établissement ou au sein d'une organisation. Ça peut être, par exemple, un référent sur une zone, vous voyez. Euh, le KPI, c'est autre chose, c'est un autre diplôme. Merci. Il y a un autre DU qui est proposé aussi, c'est celui de référent. Ouais. Voilà, et donc, alors il y a des choses qu'on retrouve semblables sur la connaissance des apprenants, etc. Est-ce que, voilà, quelle est la grande différence entre les deux? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question. Celui de Pour le Lyon, nombre vous de voulez places, ça dire? c'est sûr. Celui de Lyon, c'est ça? Oui. Oui. Alors déjà, c'est en termes d'heures, hein. Vous avez Mhm. Il y a beaucoup plus moins d'heures d'heures. de Ouais. travail avec l'INSEE. Et puis l'INSEE, c'est quand même l'institut spécialisé Mhm. dans la formation école inclusive. D'accord. L'autre DU qui est très intéressant aussi, c'est un diplôme universitaire avec une université. Donc c'est deux Mhm. choses différentes. D'accord. Il y en a un qui est plus approfondi avec un institut spécialisé dans l'école inclusive. D'accord. Oui, et si je peux me permettre, si je peux rajouter, j'ai vu les deux maquettes aussi, donc celle de Lyon également, qui a l'air très intéressante, hein, je ne dis pas le contraire, mais ayant fait le DU de l'INSEE, j'ai l'impression que à l'INSEE, les contenus sont effectivement plus denses. Voilà, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de contenu en ayant vu juste la maquette, hein. Mhm. Beaucoup plus de contenu, c'est beaucoup plus approfondi effectivement, et que celui de Lyon. Et puis plus d'heures et plus Ouais. Oui, de c'est ça. travail, hein. Ouais. Mais avec un nombre de places très très limité pour ce DU avec Oui, l'INSEE. ah ouais. Mhm. Le tarif aussi est légèrement différent. Mhm. D'accord. Mais il est très intéressant. Si vous Ah oui, avez oui, la oui. possibilité, non, non, mais sincèrement, sincèrement, alors il y a toujours des choses à améliorer et c'est pour ça qu'on n'en fait Mhm. pas au mois de juin, mais vraiment très intéressant. Mhm. Merci. Bah, vous inquiétez pas, Stéphanie, de toute façon, on a dit déjà beaucoup de choses. Elle est partie. Euh, pour ceux qui sont arrivés après, vous pourrez voir l'enregistrement hein, si vous avez besoin de revenir. Vous avez aussi accès à la maquette, au catalogue de la MLF. Et puis, on est à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions. Est-ce que pour ce soir, on a fait le tour ou est-ce que vous avez encore des doutes, des interrogations? C'est bon? Ben, il me reste à vous remercier tous. Réfléchissez bien, choisissez bien et on sera heureux de vous accompagner dans ce que vous aurez choisi. Merci. Merci Merci beaucoup beaucoup. à tous. Merci. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir.